C'est good. Salut PA. Salut Alex. Alors, cette semaine pour la chronique hebdo, là, je proposais juste de revenir sur nos deux petites belles nouvelles de la semaine. La conversation qu'on a eue avec Zoé de Agricole. T'as aimé ça, hein? Ouais, j'ai vraiment aimé ça, là, comment replacer le jardinage à l'école et réancrer l'agroalimentaire dans le cœur, mais aussi les gestes techniques de nos jeunes. Ouais, mais écoute, c'est une fois par mois qu'elle nous a dit qu'il y avait des interventions, des animations qui étaient faites dans les classes. L'idée aussi, c'est de pas alourdir, je pense, la tâche des profs, fait qu'ils leur font un truc clé en main, mais écoute, ça peut être une fois par 2 semaines ou une fois par semaine. Là, on se permet de rêver, là, mais c'est tellement inspirant là, pour la jeunesse de les former puis de se conscientiser à la source de nourriture, à l'agroalimentaire au sens large. C'est que du wow, là. Que du waouh, Zoé aussi, elle a été waouh. On va mettre un petit extrait maintenant. Oui. Voilà. En tant que parent, t'es souvent porté. Mais je trouve que c'est plus facile d'entendre une nouvelle idée quand ça vient de ton enfant. OK. Je trouve que c'est quelque chose qui vient de chercher beaucoup plus qu'un voisin tel, des fois, que. Ou un dude sur Facebook par rapport. Mais ton enfant. C'est clair. Mais ton enfant arrive, puis il est motivé, puis il veut vivre de quoi. Puis Zoé, c'est une de mes anciennes élèves. Coup de cœur, c'est quand tu vois les anciens, les anciennes se placer, travailler dans le domaine de l'agriculture. Des fois, ils ont une idée de devenir fermier-fermière. C'est pas toutes les finissants, finissantes qui le deviennent. Mais de voir Zoé, ce qu'elle fait aujourd'hui, de valoriser ce diplôme-là, que c'est elle là, qui l'a, là, qui a mis la main dessus. Pour vrai, pour un prof, c'est vraiment du bonbon. Fait que voilà. Puis on est devenus amis avec le temps parce que nos enfants fréquentaient la même école. On a jardiné ensemble, puis j'étais content de la recevoir au balado, là. C'est ça, ouais, il y a des chances que ma fille, elle Mmh. aille là aussi, puis ça serait une belle raison pourquoi on choisirait cette école. Parfait, fait qu'on a 3 petits sujets pour aujourd'hui. La rusticité, des plants ou autrement dit, ce qu'on peut semer en extérieur, les Ouais, filets anti-insectes et éventuellement les analyses de sol si on a le temps. OK. Donc C'est là, moi, PA, j'ai vraiment, envie de comprendre, heu, comment on évalue si on peut semer quelque chose tôt en ouais. extérieur et en semi-direct? C'est vraiment il y a plusieurs choses, là, dans ce que tu mentionnes, puis il y a des trucs, des fois, qui vont être critiques une fois que le plant va avoir germé. Il y a des trucs qui vont germer bien avec des températures plus fraîches, comme par exemple les épinards. Mais reste que peut-être qu'au stade plantule, que ça, c'est vraiment au début, quand que les cotylédons sortent, puis après les premières vraies feuilles, ça se peut que la plante soit plus vulnérable parce que entre ses cellules, dans ses tissus, elle a peut-être pas déposé ses couches protectrices ou ses couches isolantes. S'il y a des températures fraîches où on s'approche du gel, il y en a, les vraies variétés rustiques, une fois implantées, vont le tolérer. Après ça, Alex, si on se retape un -5, -6, c'est pas impossible que même si c'est réputé rustique, que la plante, elle gèle. Les plantes vivaces, même, il y a une portion aérienne qui peut geler, mais tant que le point de croissance, là où les cellules peuvent se diviser et refaire des nouvelles feuilles, ben, il y a encore une place peut-être pour que ça émerge à nouveau. Fait que c'est pas tout clair, puis je veux pas te perdre, mais comment dire? En semi-direct, là, on est au début du mois de mai. Quelqu'un qui est en zone 4B, ça peut être Mauricie, centre du Québec, comme moi où je suis à Victoriaville. Donc, si j'étais à Montréal en zone 5A, 5B, je peux facilement être 2 semaines plus tôt. Si j'étais en zone 3, mettons, je pourrais rajouter 2 semaines. Donc, on peut ajouter ce que je vais dire, mais au début du mois de mai, si on décide d'opter pour une plantation d'oignonnais, ça c'est tough à dire, Alex, là, mais des petits bulbes d'oignons, pendus en centre jardin ou chez les semenciers semencières, ben là, ça peut être le temps de les implanter. Ça peut être le temps de faire un premier semis de radis. Ça peut être le temps de faire un premier semis de navets, de rabioles. Tout ce qui est crucifères asiatiques, là, les choy, là, excuse-moi, les pak choy, les pois, les gourganes, les Bok épinards. choy. Ouais, exactement. Chicorée, si on aime ça, roquette, moutarde, mâche, c'est des exemples là, de ce qui peut être semé directement au champ. Semi-direct, dans le fond, c'est un semis en pleine terre. C'est la façon dont on le nomme. L'autre façon de faire, c'est de semer des transplants. Et
Moi, j'ai eu l'impression que, par exemple, les légumes racines allaient être plus sécuritaires que de tenter sa chance avec, quelque chose qui va dé comme les patates maintenant, Ouais. qui va développer des grandes feuilles, qu'on peut voir geler totalement, si on se refait un -5. Mmh. Ben, Fait que c'est là, par exemple, c'est la carotte, le panais, rutabaga, topinambour, ça est-ce que, quelque part, c'est pas plus sécuritaire d'y aller avec ça que, mon coriandre ou mes épinards ma laitue? Ben, pas pour les épinards. Pour la laitue, elle est quand même assez résistante. Peut-être que j'opterais quand même pour faire des transplants plutôt que d'aller semer directement au champ. Si vous avez l'espace puis l'équipement, c'est facile de faire, des semis en caissette d'épinards ou de laitue. Quoique l'épinard, lui, il y a une tendance à vouloir germer avec des températures un peu plus fraîches, que le contre-exemple, ça serait la tomate ou, le poivron. Mais pour ce que tu nommes là, les carottes, puis je vais inclure les betteraves là-dedans, le chou rave, et cetera. On va être plus comme à la mi-mai, encore une fois, si je suis en zone 4B. Puis chez moi, je flirte aussi avec le 5A, là. Excuse-moi, c'est l'inverse. Je vais flirter avec, même un une 4A. gen un genre de 4A. Fait qu'à ce moment-là, ou même plus frais encore, je vais avoir tendance peut-être à retarder, au début juin pour ces semis-là. La pomme de terre, c'est fou parce qu'elle est dans la même famille que la tomate, le poivron, aubergine, donc c'est une solanacée. Ça veut dire que c'est vraiment sensible au gel, mais vu que dans la terre, le processus de germination des plantons là, ou des tubercules de pommes de terre, il y a une protection offerte par le sol. Mais moi, j'ai déjà vu des patates gelées parce qu'on a eu une gelée tardive au 19 juin. Fait que je le sais là, qu'on a eu de la belle météo. Je sais que le printemps décolle. Les lilas sont pas tout à fait encore en fleurs. Faut pas penser que la nature nous fait un cadeau. Ça se peut qu'elle nous fasse même une mauvaise surprise, là. Tu m'as suivi ou? Ouais, parfait. J'allais te poser une question, pour que chacun et dont moi développe son intuition de comment je peux savoir, ce que je peux mettre, dehors et souvent sur les sachets de semences ou sur la main verte, il est écrit, la température de germination Ouais, minimum. ouais. Ben Est-ce que si on voit de 5 à 10 degrés, on peut presque en déduire qu'on peut s'aventurer à partir ça dehors? ben, c'est la température, c'est un peu ta vitesse de croissance. Donc, si c'est très chaud, tout va plus vite. Si c'est très frais, tout va moins vite. Donc, souvent, ce qu'on voit sur les sachets de semences, il y a une température minimale au niveau de la germination. Puis après, on a la température optimale sur laquelle on va avoir finalement une meilleure germination. Parce que les gens connaissent bien le concept de pourcentage de germination. Ça, c'est une information qui est souvent inscrite sur les sachets de semences, OK? Mais le pourcentage de germination combiné à l'environnement. Puis là, je veux dire par là, la température extérieure, les arrosages, la fréquence d'arrosage, et cetera, va donner une résultante, là. Le résultat final, ça va être le pourcentage de levée. Fait que si, admettons, il fait, très froid, nos carottes risquent de lever moins vite. Puis à ce moment-là aussi, si l'arrosage a été déficient puis que la levée n'a pas été faite, ben, on risque d'avoir un pourcentage de levée moins grand. L'autre truc, c'est qu'à ces températures-là aussi, Alex, il y a la fonte des semis, donc le pythium, une espèce de champignon qui va avoir tendance à s'attaquer aux cultures là, qui sont un peu plus vulnérables et à des températures plus fraîches. Ça te va? Ouais, parfait, tu vois la carotte là, j'hésitais à le lancer parce que j'ai comme un beau bac, bien friable de près, Oui, mais je sais que quand je parle à la carotte, ça prend que, allez, les 10 prochains jours, faut que je me sente disponible pour aller arroser et surveiller régulièrement, oui, quoi. c'est Donc là, essentiel. Ouais, excuse-moi, je t'ai coupé, mais c'est essentiel. Fait que souvent, les gens, ouais, ils veulent pas arroser au jardin, mais tu sais, au moins pour, s'assurer que l'imbibition de la semence, la germination, elle soit bonne, là. Fait que ça, c'est un repère. L'autre chose, c'est qu'il y a beaucoup de jardiniers expérimentés qui vont mesurer la température du sol pour s'assurer d'atteindre, mettons, un 5 degrés ou un 10 degrés. Puis à partir de là, ils vont prendre des décisions. C'est pas tout le monde qui fait ça, mais ça coûte pas grand-chose de se trouver un petit thermomètre, dans lequel on peut insérer dans le sol. Sinon, je ne sais pas si tu es familier avec, ce qu'on appelle les stades phénologiques, là. Heu, ou des repères phénologiques, c'est qu'on regarde la nature environnante autour de nous, puis ça va nous donner des indices de ce qu'on peut faire au jardin. Ça t'évoque-tu quelque chose ça ou, à part une future fonctionnalité de la main verte, non. OK. Bon.
Mettons, mais il faut faire attention là, puis prendre ça avec des pincettes. C'est pas de la science agronomique, mais c'est des repères. Fait que ce qui est dit souvent dans ce qu'on peut trouver comme information dans la littérature ou sur le web, c'est mettons, on fait notre première coupe ou tonte de gazon, même si je sais que chez toi, tu es pas un adepte de la tonte du gazon, là. Mais ça voudrait dire que grosso modo, la terre aurait atteint un 6 degrés. Donc ça voudrait dire que c'est aussi le temps où on peut faire les, transplantations d'oignons verts, de poireaux, semer directement les radis, comme je mentionnais tantôt, les épinards, la laitue, puis aussi au niveau du persil. Après ça, un peu plus tard, on va avoir les pommiers qui vont tomber en fleurs. Et là, on aurait atteint un 12 degrés au niveau du sol. Fait qu'à ce moment-là, bon, ça serait le temps de faire nos semis Mmh, directs de carottes, de betteraves, la bête à c'est carbe. génial. Oui, c'est génial quand même. La bête à carbe qui peut être aussi faite en transplantation. Les choux, même chose. Les pommes de terre, transplanter les céleris. Après, les lilas qui arrivent en fleurs. Là, on aurait atteint un 18 degrés au niveau du sol. Puis là, on pourrait penser à amener les haricots, les fèves en terre. Peut-être sortir les tomates, les poivrons, les concombres, les courgettes aussi, le basilic, donc le reste des légumes. Mais évidemment, ça ne veut pas dire que c'est parfait. Fait que des fois, il faut combiner un peu de notre expérience personnelle, nos dates de dernier gel, ce que je viens de nommer, puis les températures extérieures. Mais ça voudrait dire qu'au lieu d'avoir des ancrages, des repères, scientifiques, on a des ancrages, naturels. Puis Oui. Ouais, je trouve vas-y. qu'on se rapproche, beaucoup plus de la définition romantique de la permaculture qui est basée sur, l'observation, la Mmh. compréhension, voire l'intuition. Ouais. Parce qu'au Mais fu au fur et à me c'est ça, ouais, c'est bon ça. oui, mais moi, j'aime jongler avec les 3. Je ne sais pas c'est quoi le troisième là, Ouais, mais un ouais. un un volet science qui est quand même basé sur l'observation, un volet savoir-faire, un volet expérience, observation et cetera. Donc, une espèce de mélange des 2. Alex, je pense que ça va donner des conditions gagnantes, là. Ouais, ouais, bah, le troisième ça peut être, la chronique, de PA, ouais. Ouais, ouais, ben, Si pourquoi pas. si tu vivais pas avec toi-même. Ben, ou la main verte ou, toutes Oh les la poêle. Bah, d'ailleurs, en parlant de ça, oui. il y a pas plus tard que 15 minutes, on a mis à jour une liste, des semis extérieurs qu'on suggère, qui est basée sur, le climat et Ouais. la date de dernier gel que chacun a mis dans ses paramètres ou qui est par défaut dans la zone de rusticité. Mmh. Donc, encore une fois, chacun doit écouter les signes de son environnement, mais au moins il y aura une liste, assez exhaustive. Puis moi, j'adore l'avoir sous les yeux parce que quand j'ai 1 heure ou 2 de libre, en fin de semaine, j'aime bien être inspiré. Là, par exemple, je vois topinambour, j'ai entendu un voisin qui m'a dit qu'il en avait et qui serait prêt, Mmh. à m'en prêter. Enfin que c'est quelque chose que j'ai envie d'aller chercher. Bon, génial. Puis, tu sais, l'autre chose qui est pas qu'on ne sait pas tout le temps, mais est-ce que les gens ont des serres? Est-ce qu'ils ont des couches froides? Est-ce qu'ils ont des couches chaudes? Est-ce qu'ils ont des couvertures flottantes qu'ils peuvent rajouter sur les cultures? On a quand même aussi des comment dire? Des outils, des fois pour, nous aider à apprivoiser Dame Nature, si je peux dire. Puis tout ce qu'on dit là, ça remplacera peut-être pas l'instinct, l'expérience, mais c'est sûr que quelqu'un qui est à son premier jardin ou à sa deuxième année, troisième année, des fois, la marche est haute au début, là, à monter, là, à gravir, mais ce qu'on veut finalement, c'est d'éviter les erreurs de base puis aller plus vite. Fait que, mais, tu sais, il faudrait pas, remplacer quelqu'un qui sait qu'à telle date, il fait telle affaire puis que ça va bien, ben moi, je continuerais dans cette voie-là, là. Mmh. Bon parfait, deuxième sujet, est-ce que, Oui. on attaque, le sujet, bah, des, ravageurs? Ouais. Le filet anti-insectes, j'imagine on parle, principalement de ça quand on doit prévenir des ravageurs au jardin? Ben, c'est sûr que les insectes font des dommages, tout comme les champignons, des fois les bactéries. À ce temps-ci de l'année, là, début mai, on s'entend qu'il y a pas encore beaucoup de culture parce qu'on parlait de semi-direct, donc il y a pas nécessairement grand-chose à protéger. Mais, il y a un petit papillon de nuit qui s'appelle la teigne du poireau, qui ne reste pas que dans les poireaux, qui adore l'ail, adore les oignons, qui arrive quand même assez tôt, là, fin avril, début mai. Donc, de mettre un filet anti-insectes, c'est une barrière physique. En termes de prévention, à mon sens, il y a rien de plus efficace que ça. Après, il existe d'autres traitements, là, dont un là, qui est Bacillus thuringiensis. C'est une bactérie qu'on peut asperger au niveau des plants, que quand le ver va manger mettons, un peu de feuillage, il va avaler de cette bactérie-là qui va se diviser dans l'estomac. Puis, dans le fond, le ver va mourir de façon constipée, de sa belle mort, si je peux dire.
Fait que des fois, il y en a qui alternent un peu les 2 combinaisons, mais moi, je préfère d'abord et avant tout mettre un filet, puis après ça, je vais observer si j'ai une pression de maladie. Si j'ai pas fait de rotation de culture, puis j'ai planté mon ail au même endroit, puis que la teigne, elle a passé, elle a hiverné dans le sol, ben là, c'est comme si je venais de donner de la nourriture sur place, à cet insecte-là. Fait que bref, moi, j'ai mis mon filet anti-insecte cette semaine sur mon ail. Je vais le laisser là pour toute la saison. Quand va venir le temps d'enlever les fleurs, d'ail pour les récolter, j'enlève mon filet de jour, je le remets après parce que c'est un papillon de nuit. Si jamais éventuellement c'est des filets qu'il faut mettre pour les légumes fruits, ben, ça peut être intéressant des fois de l'enlever le jour pour s'assurer que les pollinisateurs, viennent. Mais en ce moment là, Alex, là, si quelqu'un a déjà sorti ses poireaux, ses oignons ou fait de l'ail, ce serait un bon moment là, pour éviter la première ponte là de la teigne. Et en passant, lorsqu'on suggère, la pose d'un filet anti-insectes, normalement, il est écrit dans, le calendrier, la main Oui, verte, exact. pose d'un filet anti-insectes. Il y a quelqu'un qui avait posé la question: «Quand est-ce qu'on l'enlève?» Tu as répondu, mais je pense qu'on va vraiment accentuer, Oui. la réponse, mais à la récolte, en fait, Oui, ben, presque. quand que c'est fini, là. La récolte, mettons, pour la fleur Mmh. d'ail, puis quand que c'est fini, le tu sais, même chose avec la pomme de terre. La doryphore, ça fait des ravages, puis dans le fond, le fruit de la pomme de terre, on s'en fout un peu, là. Fait que moi, je le laisse toujours, dessus, tout l'été. Puis pour accompagner un peu les gens, j'ai fait un petit vidéo, là, un short ou un reel, là, des Mmh. fois, je sais plus comment le nommer, là, mais où je montre un peu comment moi je l'installe. On s'entend que j'ai des beaux arceaux là, de qualité parce que sur la ferme florale, on en utilise beaucoup. Mais je le dis rapidement dans la vidéo que si quelqu'un veut se gosser en bon français un système d'arceaux maison, des fois, il peut rentrer des rods dans le sol puis venir mettre des tuyaux de PVC qui rentrent dans la rod ou toute façon de créer des arches ou des arceaux de façon, homemade, ça peut être très cool. Après ça, les peser, tu sais, moi, j'ai des sacs de sable ou des sacs de roche des sacs de qualité, là, parce que si vous achetez des sacs cheap, au bout d'un an ou 2, des fois, ils finissent par, se désintégrer avec les rayons UV du soleil dehors. Fait que, c'est ça. J'ai acheté des arceaux, puis des sacs de sable, là, chez nos amis de chez Dubois Agrinovation. Ça se trouve ailleurs, aussi. Je pense que Semences du Portage, tu peux facilement acheter tes filets là aussi, en ligne. Les On va filets, mettre c'est des liens, dans oui. la description. Oui, puis tu sais, c'est comment dire? C'est une dépense coûteuse, un filet, mais après, on le Mmh. réutilise. Il y a quelqu'un qui m'a demandé l'autre fois comment le réparer s'il est déchiré. Si vous êtes capable d'acheter un espèce de tape, là, d'adhésif, tu sais, qualité de construction, mettons, là, j'ai une marque, Gorilla en tête, là, mais transparent. Ça peut faire une réparation, tu sais, vite fait, bien fait, à moindre coût, là. Les pros, là, en agriculture, ils vont même les sortir la machine à coudre, là, puis les refaire pour les couvertures thermiques et même des fois pour des filets, mais je pense que juste un petit peu de tape pour empêcher que les insectes trouvent le trou, juste ça, ça fait un job, Alex, pour s'assurer qu'il soit efficace, là. Et si on tarde un peu, et qu'on commence à trouver, Mmh. la teigne du poireau dans Ouais. son ail comme moi l'année dernière là, est-ce qu'on peut le mettre à mi-saison? Ben, là, c'est ça. Il peut y avoir plusieurs, faut regarder le cycle de vie, là, s'il peut y avoir d'autres pentes. Des fois, c'est que si on voit la larve à quelle hauteur elle est rendue, puis quand on fait la récolte de la fleur d'ail, moi, j'essaie de venir couper en dessous de ma fleur d'ail, comme ça, je vais sortir physiquement la larve, de mon plant. Mais c'est sûr que mi-saison, ça peut prévenir d'autres ravages de d'autres, tu sais, d'autres papillons femelles qui viendraient pondre dans ton plant. Mais reste que là, le cycle peut se faire à l'interne, en dessous de ta planche, puis là, tu as un filet en plus par-dessus, ben, il y aura pas d'autres prédateurs ou parasitoïdes pour Mmh. contrôler, tes ennemis de culture. Fait que peut-être que rendu là, je travaillerai un peu plus avec un bio-insecticide, là, comme le BT, là, On qui est vendu dans les grandes surfaces, là. on en parlera en temps voulu. Oui. Et donc pour finir, est-ce qu'on arrive enfin au temps des analyses de sol? Mmh. Oui, quand même. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Que j'en ah moi je vais dévoiler quelque chose, mais je haïs ça, faire le process d'échantillonnage d'analyse de sol. OK. Mais j'avoue que, quand tu découvres un pH, qui est mal positionné ou quand je lis, ce qui se passe dans les analyses de sol des gens qui nous font confiance, Ouais. dans certains cas, c'est quand même, super important, de corriger le pH ou Oui. d'adapter son taux de matière organique, mais tu nous en diras plus. Ouais, ben, écoute, c'est vraiment particulier parce que là, ça fait presque un an que je fais des interprétations d'analyse de sol, en mode, jardinage domestique.
Puis je vais te dire franchement, il y a peut-être 90 des analyses que je vois que c'est hyper riche, mais vraiment riche. Tu sais, puis même plus riche que des champs d'agriculteurs, d'agricultrices. Fait que j'ai vraiment l'impression que des gens mettent des doses importantes de compost, là, pour pas dire, surfertiliser ou trop de compost. Puis je vais te dire franchement, à l'échelle d'un jardin, c'est pas si grave que ça sur le plan environnemental ou sur le plan économique parce que les enjeux sont différents que de posséder son entreprise. Mais c'est pas normal sur le plan agronomique, là, de mettre, un 2-3 pouces, là, un 5 à 10 centimètres même de compost, c'est une charge fertilisante qui est trop élevée. Fait que moi, je suis du genre à prôner la juste dose. Ça fait qu'on voit des sols souvent sableux avec des taux de matière organique comme à 8. Le compost finit par faire remonter le pH, fait qu'on a beaucoup de pH haut, là, le pH ressenti par la plante en haut de 7. Autour de 7, tu sais, je m'en occuperais pas tant que ça, mais j'ai vu quelqu'un avec un pH à 8 là, cette semaine. Fait que là, rendu là, je t'avouerais que d'aller chercher des pastilles de soufre en centre jardin, ça se travaille très, très bien ça, là. Il y a différentes compagnies qui en Mmh. vendent. Puis, c'est à peu près de mémoire là, un 40 grammes par mètre carré là, qu'on devrait mettre pour acidifier, pour baisser le pH de 1. Fait qu'on passe de 8 à 7 ou si on veut passer de 7 à 6, ben là, à ce moment-là, on mettrait peut-être un 80 grammes par mètre carré. Ça prend quand même quasiment une année aussi avant que ça réagisse. Fait qu'il faut pas être trop pressé là, au niveau de l'effet pour que ça se fasse ressentir. Il faut laisser le temps un peu au produit là, de s'intégrer dans le sol puis d'abaisser notre pH. Fait que, tu sais, Même vas-y. même si, ça c'est un cas, presque exceptionnel, mais Oui, même si au Québec, on a plus l'habitude, là, il y en a plein autour de chez moi, des étalages de de chaux, chaud. Ouais. on est plutôt dans le sens inverse, Oui, mais c'est parce qu'en agriculture, on met pas les doses de compost que j'ai nommées. Fait que c'est ça, ça contribue à faire mmh. augmenter ton pH. Puis des fois aussi, je vois des gens qui rajoutent de la cendre de bois. Tu sais, ils mettent comme un genre de mélange ou de tout ski. Fait qu'au final, ça fait que tout augmente. Fait que j'ai vu des sols légers avec, c'est ça, des taux de matière organique super élevés. La capacité d'échange cationique, c'est un peu ta réserve de fertilité potentielle. Ça aussi, des fois, c'est très élevé. Il y a des gens qui s'inquiètent, pardon, de ne pas avoir assez de barre. Puis le bar va avoir, des effets néfastes là, dans la division cellulaire au niveau, du céleri, au niveau des brocolis, des choux-fleurs, au niveau des betteraves. Puis le bar, c'est super simple, on achète du borax à pharmacie. C'est à peu près 1 gramme par mètre carré là, qu'on pourrait mettre au jardin pour corriger cette carence-là. Cet élément-là, le problème, Alex, c'est qu'il est très, très, très soluble dans l'eau. Donc, juste une pluie va faire en sorte que l'élément va lessiver, rentrer dans la nappe phréatique, puis on va le perdre. Fait que c'est ça que je vois au niveau des analyses principalement, là. En tout cas, ça illustre, 2-3 situations où une analyse de sol peut être utile, Oui. un pH trop bas ou trop haut, un taux de matière organique trop haut, des carences de bord si on a, les brocolis ou les choux, c'est ça? Exact, ouais. Et puis là, c'est le temps, le sol est assez réchauffé, on Oui, peut y aller. ouais, exact. Mais ça se peut que Mmh. la résultante, autrement dit, c'est ça qu'on vous dise que votre sol il est en santé, comme un bilan de santé chez le médecin, puis Mmh. que la recommandation, ça soit de continuer comme ça. Ou des fois de peut-être réduire un peu les doses de compost, puis peut-être travailler avec certains engrais bio, plus adaptés, plus concentrés, ça peut être une autre option aussi. Je souris parce que, j'ai passé la soirée hier soir, chez le dentiste, j'y vais juste avant d'avoir notre deuxième enfant dans quelques semaines là. Mmh. Puis, il m'a dit: «Bon, il y a rien de spécial à surveiller», tu sais? Bon, voilà, mais je suis reparti quand même content parce que je voulais avoir la paix pendant 1 an ou 2. Mais c'est la métaphore qu'on a pris pour, une analyse de sol, réussie, Ouais. c'est qu'il y ait, en rien à faire. Mais quand même dans certaines situations, comme tu l'as dit, il y a des choses à faire. Bref, c'est un service, qu'on rend avec plaisir, même si notre cœur de métier, c'est l'application. Ouais, ben Mais on fait aussi partager ton savoir à travers ça. ben, moi, j'ai vraiment beaucoup de plaisir à les regarder, à les interpréter, puis ça c'est un apprentissage pour moi aussi, dans un sens, parce que j'étais habitué de voir des analyses de sol agronomiques, là, des champs des agriculteurs, puis là, tout d'un coup, tu te mets à voir plein d'analyses de jardin, puis comme je te disais, de voir cette richesse-là, écoute, pourquoi pas, puis tant mieux, tu sais, tant mieux si les gens ont des jardins fertiles, là. Après, est-ce que la lumière est bonne, l'arrosage, est-ce qu'il est bon? Il y a d'autres facteurs qui font qu'un jardin réussit ou non. Mais au moins celui-là sur le checklist, tu sais, Mmh. de tout est beau, du bilan de santé, ben, on peut après le mettre de côté, puis pas besoin de réanalyser ton sol l'année d'après, là. Cette analyse-là, en agriculture, ils les font à peu près aux 5 ans, tu sais. Fait que, aux 3 à 5 ans, Ouais, c'est mettons, ça.
si quelqu'un fait un changement drastique puis décide de rajouter du soufre pour acidifier, ben l'année d'après, il peut faire peut-être juste un test pH puis valider. Ça Sans peut la être granulométrie, hein, ce qu'on appelle nous l'analyse simplifiée ou standard. ouais, ben la granulo, la Mmh. texture de sol, elle, on le fait une fois puis elle va être bonne à vie, là. Ça, c'est vraiment de savoir si c'est un sable ou un argile puis ça changera pas au fil du temps, là. Bon, bah, on a déjà, On est bien dépassé. dépassé. Ouais, Je nous laisse, je fais un petit plug à Julien Baumier de Saint-Adrien qui nous a fait ce jingle et on se dit à la semaine prochaine pour, une prochaine chronique. très cool. Allez, merci PA. Salut Alex. C'est le fun.